Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver en ce lundi. On a un Bitcoin qui chute. Est-ce que c'est la panique? C'est ce qu'on va essayer de déterminer. Est-ce que ça peut être pire? C'est ce qu'on va essayer de voir justement. Parce que si la panique n'est pas encore réelle et n'est pas encore installée, eh bien on pourrait déterminer que en fait ça pourrait être pire que ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire qu'on a déjà un Bitcoin qui vient de perdre là sur 7 jours 13%, sur 6 jours, enfin sur une journée pardon 6%. Donc oui ça peut être pire, on le sait très bien. Si par contre les chutes actuelles montrent des signes de panique assez conséquents, eh bien on pourrait estimer que peut-être on arrive sur un point bas et qu'on pourrait enfin rebondir pour former finalement ce W qui pourrait se construire par la suite. Vous voyez, ça c'est la vraie question. Est-ce qu'on va former ce W? Est-ce qu'on va rester dans ce range et peut-être avoir un dernier rebond comme ceci avant de chuter? Est-ce qu'on va directement casser par le bas? C'est vraiment les trois scénarios que l'on peut identifier aujourd'hui quand on voit le graphique du Bitcoin. Si on regarde ce qui s'est passé assez récemment ici en juin 2022, et qu'on regarde ce qui s'est passé 2 mois avant, eh bien on observe qu'il y a eu cette chute continue. C'est-à-dire que le Bitcoin, dans l'espace de 2 mois ici, entre mars 2022 et juin 2022, le Bitcoin a perdu tout simplement 63,5% de sa valeur. C'est énorme. Là, on pouvait parler de panique. Pourquoi? Parce que sur différents indicateurs, qu'on va encore utiliser aujourd'hui pour essayer de déterminer ce qui se passe maintenant, eh bien on observait cette panique. Donc au programme aujourd'hui, on va lister ces différents éléments et ces différentes choses qui vont nous permettre de définir et de d'établir en fait, en tout cas selon moi, un pourcentage de probabilité. On va dire, est-ce que c'est plus probable du coup qu'on casse par le bas ou qu'on aille vers le haut ou qu'on range, etc. On va essayer de se faire des sortes de petites statistiques, ce qui peut nous aider pour faire nos achats, nos DCA, etc. Même on peut essayer de se déterminer des niveaux. C'est ce qu'on fait régulièrement au niveau des analyses sur cette chaîne. Voilà, donc au passage, pensez à l'abonnement si le contenu vous plaît bien sûr et pensez au like, ça m'aidera au niveau du référencement sur la chaîne. Pour les nouveaux ou pour ceux qui s'intéressent d'un peu plus près à la finance décentralisée, vous avez mon compte TikTok et vous allez avoir des tutos assez courts qui durent 3 minutes sur lesquels vous allez apprendre avec des cas concrets et pratiques comment utiliser la finance décentralisée, créer son portefeuille, envoyer de l'argent sur un portefeuille décentralisé, avoir plusieurs réseaux. Donc c'est des notions pour les débutants, pour les personnes qui n'ont vraiment jamais fait cela, mais ça peut vous aider tout simplement si jamais vous souhaitez entrer dans ce monde. Donc n'hésitez pas, c'est dans la description. En deuxième partie de cette vidéo, on regardera vite fait l'altcoin dominance, le graphique de l'Ether, et on verra si on a le temps de faire quelques altcoins, à savoir que cette semaine, je vais pouvoir produire plus d'émissions. La semaine précédente, je sais, j'ai toujours quelque chose, mais la semaine précédente, il y avait des électriciens qui ont du coup fait des travaux chez moi toute la semaine, c'était très compliqué de produire des vidéos, du coup, vous pouvez l'imaginer, mais cette fois-ci, c'est bon, je pense pouvoir à nouveau en produire au moins 2-3 par semaine. 3, ça sera mon rythme de croisière pour l'avenir, c'est quasiment sûr. Donc, je vous passe l'introduction, moi je vous dis à tout de suite. Alors avant de débuter, et on va faire ça très rapidement, il y a une chose qui est importante, c'est que déjà il faut savoir que avec mon portefeuille personnel, d'ailleurs je sais que vous aimez bien que je vous raconte un peu mes anecdotes ou ce que je fais moi-même avec mon portefeuille, j'ai fait pas mal d'erreurs, c'est-à-dire que j'ai pas vendu ici. D'ailleurs, qui peut se vanter d'avoir vendu du Bitcoin et toutes leurs cryptos sur le sommet? Je pense que peu de monde peuvent se vanter d'avoir fait ça, mais vous voyez que la chute a été très puissante derrière. C'est vrai qu'en fait on avait toute cette opportunité finalement pour vendre entre ici le mois de mars 2021 et le mois de novembre. Donc c'est vrai qu'il y avait le temps, malgré tout, voilà, c'était quand même l'euphorie et compliqué de revendre. Donc oui, j'ai pu commencer à revendre sur des niveaux quand même qui étaient plus bas, quand même plus haut que les niveaux actuels, donc je suis pas mécontent, mais c'est vrai que voilà, plus ça a chuté, et plus finalement je me disais, j'aurais dû récupérer plus de fiat, plus d'euros, plus de dollars quand on était sur des sommets. Maintenant je regrette un petit peu. Donc la conclusion, et c'est applicable, et d'ailleurs c'est ce que je répétais sur la chaîne, je ne l'ai même pas fait avec mon portefeuille personnel, mais je le répétais au quotidien, c'est qu'il fallait se mettre des niveaux qui sont des niveaux de Fibo, sur lesquels, quoi qu'il arrive, dès qu'on y va, eh bien on prend des profits. Comme ça, si j'avais fait ça, j'aurais eu mes profits ici entre 55 et 60 000 dollars sur ce palier-là. Celui-là n'aurait jamais été atteint, vous voyez. Donc c'est vrai qu'en fait, raisonner par palier, que ce soit à l'achat ou à la vente, c'est pertinent et il faut vraiment le faire. C'est-à-dire que si on ne le fait pas parce que ça nous semble incohérent et que le Bitcoin devrait atteindre 100 000 quand même sans aucun problème sur un bull run comme on a vécu, parce qu'à chaque fois ça fait des fois 10, des fois 20, des fois 30, donc ce serait pas logique que ça s'arrête là. C'était un peu ce que moi je m'étais dit, mais c'était non plus pas logique de ne pas respecter son plan initial avec ces paliers de vente qu'on s'était fixé, vous voyez. Donc en fait, il faut vraiment rester sur ce que l'on avait défini au départ, et c'est pour ça qu'il faut bien définir son plan au départ quand on investit pour savoir à quel niveau on souhaite sortir. Et si ça y va, il faut sortir, il ne faut pas se poser de questions. Donc, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai quand même pu, heureusement, récupérer entre 30 et 35% de fiat. C'est-à-dire que mon portefeuille a quand même pas mal chuté pendant cette période-là. Derrière, je me suis sécurisé. J'ai senti que quand même, par rapport à la temporalité,
on n'était pas dans un contexte favorable au niveau des cryptos. Donc il fallait que je sorte petit à petit. Chose que j'ai faite un petit peu ici et un petit peu plus pendant cette continuation baissière et cette cassure de ce niveau-là des 36 000. Pourquoi ? Parce que là, on avait quand même cette sorte de résistance importante que l'on est venu franchir à peu près ici le 24 avril. Et derrière, on est venu s'écraser aux 20 000. Aujourd'hui, j'ai donc du fiat pour réinvestir dans les cryptos, que j'ai pu récupérer un petit peu plus haut. Et j'ai également du Bitcoin. Parce que si vous avez suivi mes vidéos précédentes de ces 2-3, voire de ce mois précédent, j'ai beaucoup parlé de l'altcoin dominance. Et on voit que ces 3 derniers mois, en fait, les altcoins ont énormément performé par rapport au Bitcoin. Donc là, ici, cette fois-ci, je n'ai pas fait l'erreur de me dire, voilà, les altcoins to the moon, l'Ether va monter à 5 000 $, etc. J'ai pris mes profits, entre guillemets, j'ai revendu pas mal d'altcoins pour du Bitcoin. Donc aujourd'hui, je me retrouve avec un portefeuille composé, on va dire, à peu près 60-70% de Bitcoin et de fiat. Et ça, pour moi, c'est une bonne chose. C'est quelque chose qui me rassure. Ça me permet de me dire que si jamais on a une altcoin dominance qui chute, à ce moment-là, je vais racheter des altcoins avec mes Bitcoins. Si jamais on a un Bitcoin qui chute, donc là on est en train de remonter un peu, on a touché 18 300 aujourd'hui. Si le Bitcoin chute et qu'il retourne par exemple aux 15 000, ou en dessous tout simplement déjà de cet ancien bottom des 17 900, à ce moment-là, je vais pouvoir utiliser mon fiat pour acheter du Bitcoin. Et en fonction de l'altcoin dominant, j'utiliserai mes bitcoins que j'achèterai avec mon fiat pour acheter des altcoins. C'est comme ça que je re-rentre petit à petit dans les crypto-monnaies. Moi, c'est comme ça que je fais. Après, vous pouvez mettre des paliers, vous pouvez vous concentrer uniquement sur le bitcoin si c'est que ça qui vous intéresse. Après, vous pouvez analyser chaque crypto-monnaie une à une par rapport au dollar pour pouvoir investir également. Mais moi, je vous explique comment je fais personnellement pour mes investissements long terme. Après, il n'y a pas de règle exacte, ça serait légitime de faire autrement, mais ça vous demanderait beaucoup plus de temps, par exemple avec une centaine de cryptos, d'analyser chacune d'entre elles, plutôt que de regarder l'altcoin dominance, et quand vous faites un achat quand même, regardez vite fait son graphique par rapport au Bitcoin, etc. Bref, c'était la petite anecdote que je voulais vous raconter par rapport à moi, mon portefeuille, ce que j'ai vécu, et j'espère que ça vous a plu. Je vais enchaîner directement avec la suite, et on va répondre à la question principale du jour, est-ce que c'est la panique en ce moment avec un Bitcoin à 19 000 $? Alors on va commencer par la chose la plus simple à comprendre et la plus directe à visualiser, c'est le Crypto Fear and Greed. Donc ça c'est un indicateur qui prend en compte de nombreux éléments que je vous invite à lire, la volatilité du marché, le momentum, le social media, donc tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les sondages, alors là c'est en pause, il y a écrit voilà, la dominance du marché, les tendances, etc. pour vous donner un sentiment, une psychologie du marché. Est-ce que nous sommes vraiment dans la peur, dans la panique, ou est-ce que nous sommes dans l'euphorie totale ? Quand on se trouve, on va dire, entre 5 et 10, pour avoir vu cet indicateur et l'avoir regardé tous les jours pendant plus de 2 ans, j'arrive un peu à savoir ou à visualiser les sentiments de marché, et je trouve que cet indicateur est vraiment bien fait. Quand on est entre les 5 et 10, on est réellement dans une peur tellement extrême que acheter du Bitcoin sur du court terme, même d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, peut-être même un mois et demi, ça devient très intéressant finalement. Quand on est dans l'euphorie vraiment entre les 90 95, là c'est l'inverse évidemment, vous l'avez compris. Aujourd'hui on se retrouve sur les 21. On va reprendre cet indicateur avec le graphique du Bitcoin histoire que ce soit plus visuel. Ça c'est sur un autre site qui s'appelle Look into Bitcoin. C'est très cool, ils ont rajouté ça il n'y a pas très longtemps, la possibilité de voir le Crypto Fear and Greed avec des petits points de couleurs différentes, vous voyez, les points verts foncés finalement c'est le niveau des 100, et les points rouges très foncés également c'est les niveaux très faibles. On peut mettre la souris et voir que par exemple au mois de juin 2022 on avait touché les 6. Et si on veut vraiment faire cette analyse de façon un peu plus poussée, il faudrait que je zoome dessus, je regarde le bottom, donc au niveau du Crypto Fear and Greed, on voit que c'était le bottom sur le cours également. Donc là on parle du 18 juin. Bon, on peut vérifier ensuite sur le cours, si vous voulez vous amuser à faire ça de façon assez précise. Donc là je suis en weekly, donc ça c'est la semaine du 13. Donc entre le 13 et plus 7, donc il y avait bien le 18 juin pendant cette période de temps. Et oui, c'est le moment où le Crypto Fear and Greed finalement était très faible. Si on regarde ici, alors est-ce que là c'est des semaines ou des jours? Donc là c'était le 16, oui donc tous les 2 jours il y a un tick, il y a un point quoi. Donc par exemple là c'était 20 000 et quelques, on était sur les 7, là on était sur les 8, 22 000 et quelques, là on était sur les 14. Donc c'est vrai qu'on peut dire qu'on est descendu en dessous de 10 ici, c'est-à-dire le 14 juin, et vous voyez qu'on était quand même à 22 100. Donc conclusion, aller investir uniquement en regardant le Crypto Fear and Greed, ou alors aller faire du trading uniquement en regardant le Crypto Fear and Greed, c'est très risqué. C'est-à-dire que là,
vous voyez le Crypto Fear Grid en dessous de 10, finalement vous achetez parce que c'est en dessous de 10, et il va falloir attendre un mois et demi avant que le prix passe au-dessus, et vous voyez qu'il ne va pas le dépasser beaucoup parce qu'on va toucher seulement les 24 000 avant de chuter à nouveau. Donc oui, on ne peut pas se baser uniquement là-dessus pour établir nos actions. Malgré tout, si vous faites du DCA, c'est quelque chose de très puissant, parce que vous pouvez vous donner, en plus, vous pouvez vous mettre des paliers de prix sur le Bitcoin en faisant des analyses techniques, etc., comme on le fait souvent sur la chaîne, mais vous pouvez vous mettre également une condition de Crypto Fear Grid, par exemple, en dessous de 15, en dessous de 10, il faut que le Crypto Fear Grid soit en dessous d'une certaine valeur quand même, pour que vous puissiez vous mettre votre palier, vous voyez. Donc, j'aime bien cet indicateur, il est vraiment bien fait, et puis il représente vraiment bien, je trouve, la psychologie du marché. On voit que depuis le mois ici de juillet, nous sommes repassés dans des couleurs quand même beaucoup moins foncées, donc oui, le Crypto Fear Grid est quand même plus élevé, on est moins dans l'extrême peur que ce que c'était au mois de mai-juin 2022. Et on peut en conclure finalement que sur du long terme, on reste dans de la panique, on le voit ici, on est quand même très bas si on prend le graphique global du Bitcoin, mais sur du plus court terme, voilà, du 3 mois, 6 mois, on rentre dans une phase, on va dire, où la panique se ressent moins. Et ça, la question c'est est-ce que ça va se traduire par une hausse, ou est-ce qu'on va réenclencher cette panique dès maintenant ? Et on va regarder du coup un autre indicateur, un deuxième élément qui va peut-être nous aider sur cette question. On va regarder ici tout ce qui est contrat dérivé. On observe sur la plateforme Binance, et donc je tiens à le préciser, ça reste la plateforme Binance, qu'il y a un intérêt croissant au niveau des contrats dérivés, mais en fait c'est parce que la plateforme est de plus en plus utilisée. Je ne pense pas que ce soit un élément indispensable à prendre en compte. Malgré tout, on voit que depuis donc cette période de temps qui était le mois de décembre 2021, on n'a pas eu de grosses liquidations. Alors, il y en a eu des liquidations, mais pas des choses énormes. Mis à part récemment, on voit quand même qu'il y a quelques petites bougies rouges. Là, c'est l'open interest et les bitcoins en position. On voit que là, à cet endroit-là, beaucoup se sont fait liquider sur cette première petite bougie rouge ici. Mais on voit qu'au niveau du funding rate, c'est-à-dire que la plupart des gens sont quand même à l'achat ici, même si on a un peu de funding rate négatif, on voit que ça reste mitigé, mais dans la majorité des cas, j'ai l'impression que les gens sont en train d'acheter plutôt que de vendre, malgré cette chute du marché. Donc j'aurais tendance à penser qu'il faudrait venir sortir toutes ces personnes qui sont rentrées en position ici, en venant chercher en dessous des 17 900. Ça, c'est la conclusion que je tire de ce que je vois à l'écran. J'aurais tendance à penser qu'il y a des liquidations vraiment très importantes à venir chercher. D'ailleurs, là, j'ai fait un travail en off pendant que je tournais la vidéo. Je vous en reparle juste après. Mais ça serait très intéressant de voir finalement sur une mèche quelque chose qui viendrait chercher en dessous des 17 900. La vraie question, c'est est-ce qu'on va clôturer une semaine dans cette zone de prix ? À ce moment-là, ça veut dire qu'il est fort probable qu'on revienne chercher quand même le niveau de support suivant qui représente les 14 000 $, ou est-ce qu'on va faire ça dans un intervalle de temps inférieur à 7 jours, entre le lundi et le lundi d'après, et à ce moment-là, la clôture restera au-dessus. Pourquoi je vous parle des clôtures ? Parce que là, on a sur le graphique ici, vous voyez que chaque bougie, vous avez le point de départ, une bougie rouge, son point de départ, c'est en haut, donc c'est le lundi. Une bougie verte, son point de départ, c'est en bas. C'est le lundi également, tout simplement. Ici, on est sur du weekly, du lundi au lundi. Ça veut dire que là, la bougie verte, dans la semaine, on a commencé ici, et on a clôturé le lundi d'après, enfin le dimanche à minuit, ici. Là, on a commencé le lundi, du coup, directement, donc le dimanche à minuit, la même heure, ici, sur cette bougie, qui ensuite s'est terminée et s'est clôturée ici. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on a des fluctuations qui s'opèrent pendant une semaine qui font ceci, mais à la fin, finalement, on a commencé par exemple à un endroit, on a terminé à un autre endroit, et ce sera notre corps de chandelle plein que l'on voit ici. Donc, ce qui est intéressant de voir sur l'historique du Bitcoin, c'est que si on prend le sommet ici de 2018, et qu'on trace une ligne droite, je vais me zoomer un petit peu, regardez, de façon très précise, sur ces deux clôtures, sur cette clôture, entre donc la fin de la semaine du 11 décembre et le début de la semaine du 18 décembre 2017, c'était pas en 2018, et qu'on se reporte là, regardez, c'est quand même incroyable, on est à quelque chose près, là c'est vraiment pas grand chose, de clôturer ici, sur ce point et sur cette ligne, et également à cet endroit-là. Donc les clôtures sont très puissantes. On n'a jamais clôturé finalement en dessous de cette clôture du sommet de 2017. Donc pour moi, en fait, il n'y a pas encore devant nous à l'écran quelque chose qui nous dit ça y est, on est prêt à aller chercher les 14 000. Si par contre on vient, par exemple lundi prochain, voir un Bitcoin qui vient chercher ce niveau par exemple 18 500 et qui vient clôturer ici, là ça sera vraiment très alarmant. Et on voit d'ailleurs qu'on n'y est pas resté longtemps, on y allait aujourd'hui, en dessous, on allait chercher les 18 300, mais on a
directement réintégrer, vous voyez, ces clôtures-là, hein, ici, aux alentours des 19 300. Donc c'est intéressant de voir ça quand même. Moi je trouve ça intéressant personnellement, en tant que personne qui aime bien regarder des graphiques. Je dirais pas que je suis un expert de l'analyse technique, loin de là. Moi je vous partage simplement mes connaissances et j'essaye de vous apporter quelque chose. Si on prend tout le graphique ici, donc je prends le point bas ici de mars 2020, 3800$ pour le Bitcoin, et le sommet ici de novembre 2021, récemment, hein, qui représentait les 69 000$. Je positionne mon Fibo, je regarde ce qui se passe. On sait qu'on a cette zone-là qui est matérialisée entre les 61,8 et les 78,6, vous voyez, qui représente une zone de rechargement. C'est-à-dire une zone où c'est intéressant d'acheter en général parce que il y a une probabilité assez importante qu'on rebondisse à la hausse. On est venu intégrer cette zone et on est encore en plein dedans, et en fait on est venu regarder sur cette mèche de façon très précise, et j'adore quand ça fait ça. On a vu qu'on avait quelque chose de très précis sur la clôture finalement du corps de chandelle ici, et sur le bottom du Bitcoin de 2022, voilà, regardez, eh bien on est venu chercher un petit peu en dessous finalement des 78,6 de Fibo. Donc très précisément 17 600. Je dis 17 900 depuis toujours, mais non, je le vois ici sur cette mèche, en tout cas sur la plateforme Bitstamp. Attention, hein, en fonction des plateformes, les prix sont pas à l'euro près ou au dollar près, bien entendu. Mais vous voyez, c'est très précis. On est venu chercher les 78,6 et on a rebondi dessus. Donc on est toujours dans cette zone de rechargement. Pour moi, il y a de fortes chances qu'on vienne liquider du monde pour aller chercher en dessous des 17 600. Donc, malgré tout, tant qu'on n'a pas de clôture, finalement, en dessous de ce niveau des 18 000 et quelques, là, qu'il faudrait définir avec cette ligne blanche que j'ai tracée, que vous pouvez vous mettre, vous, hein, sur vos graphiques, eh bien, pour moi, il n'y a pas de choses, il n'y a pas d'alarme qui me dit, voilà, on est prêt à aller chercher le support précédent des 14 000. C'est pour ça que c'est toujours difficile. C'est pas parce qu'on voit une vraie panique dans une même journée avec un Bitcoin qui perd 2, 3, 4 000 $, qu'en fait, ça veut dire que voilà, on va aller beaucoup plus bas chercher le support suivant. Non, parce qu'il faut attendre la clôture. Moi, en tout cas, j'aime bien regarder les graphiques en weekly et regarder les clôtures. Si vous commencez à aller sur du 1 heure, etc., vous pouvez aussi faire des analyses, mais c'est sur du beaucoup plus court terme. Et finalement, ça a beaucoup moins d'incidence et d'importance avec ce qu'on voit avant. Tout simplement parce que regardez, si je mets 1 heure, pour aller chercher les clôtures 1 heure qui se sont passées en 2017, il va falloir remonter sur le graphique. Hein. Et puis personne ne le fait en fait. Ça a beaucoup moins d'importance psychologique. Donc c'est pour ça que c'est important de regarder les clôtures en weekly et d'essayer de déterminer un petit peu les choses de cette façon. Bref, voilà, ça c'était des éléments supplémentaires que je voulais vous donner ici sur le Bitcoin. On va aller voir maintenant quelque chose d'intéressant que j'ai mis à l'écran tout à l'heure. C'est Google Trend, c'est sur la planète entière et c'est simplement les recherches qu'il y a sur Google. Vous voyez ici en bleu le Bitcoin, en rouge l'Ether. Le Bitcoin a toujours été au-dessus de l'Ether au niveau du nombre de recherches. C'est pas étonnant, le Bitcoin est quand même beaucoup plus capitalisé que l'Ether, hein, tout simplement 2 fois plus. Donc tout ça reste quand même très très logique. Hein. Ensuite, je retourne dessus, voilà, on voit que l'intérêt maximum qu'il y a pu avoir sur le Bitcoin, la période de temps où on tapait le plus de fois Bitcoin sur Internet, là c'était ici, lors du sommet finalement de 2017. Donc sur le graphique du Bitcoin, ça représente ce point-là, ici, vous voyez, tout simplement en décembre 2017. Ensuite, on voit que l'Ether n'était pas encore forcément très connu à cette époque-là. Bon, d'ailleurs, la finance décentralisée n'existait pas encore vraiment. C'est simplement après que ça s'est vraiment déclenché. On voit que c'est assez plat au niveau de l'Ether en bas parce que en fait, on n'a pas la bonne échelle là sur le graphique. Il faudrait que je mette que l'Ether si je voulais voir les fluctuations. On voit que l'intérêt est vraiment revenu ici en mars 2021. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que pour l'Ether, finalement, on est sur un intérêt plus important maintenant que ce que c'était en 2017. Donc on est sur une évolution, une augmentation de l'intérêt qu'il peut y avoir sur l'Ether, avec une diminution de l'intérêt qu'il peut y avoir sur le Bitcoin. Donc la vraie question c'est, est-ce que le flippening aura eu lieu, c'est-à-dire est-ce que l'Ether un jour va dépasser en capitalisation le Bitcoin ? En fait, ça c'est quelque chose qui nous montre que potentiellement oui. Et c'est quelque chose qui, par rapport à la première question qu'on s'était posée de savoir si on était en panique ou pas, peut nous donner un élément global, c'est pour ça que je vous le montre. En gros, quand on est vraiment bas sur ce graphique, c'est qu'effectivement on se rapproche d'une panique générale, ou du moins on pourrait plutôt qualifier ça d'un désintérêt, ce qui est différent de la panique, mais c'est intéressant de le montrer. On voit que là on est vraiment dans un désintérêt total, en tout cas sur les recherches par rapport au mot Bitcoin. Pour les recherches par rapport au mot Ether, c'est un peu différent, parce qu'il y a eu The Merge qui est sorti récemment, au niveau du passage progressif du réseau d'Ether, du Proof of Work au Proof of Stake, ce qui a créé un enthousiasme et un intérêt, notamment par rapport aux spéculateurs qui ont acheté énormément d'Ether pendant cette période de temps, d'ailleurs il est passé de 900 approximativement 1900, je crois, dollars, il a touché, pour aujourd'hui redescendre 1200, donc oui, il y a eu un réel intérêt quand même, et ça se voit sur les recherches, voilà. D'ailleurs, si on se met, on pourrait... pour vraiment identifier ce qui s'est passé. Vous pouvez mettre même moins d'1 heure, on va mettre 7 derniers jours.
Vous voyez, tac. Donc l'intérêt sur l'Ether, si on veut zoomer un peu, il a même dépassé celui du Bitcoin à cet endroit-là. Ça se trouve, c'était aux alentours du 15 septembre, donc il y a 4 jours. Aujourd'hui, on retourne assez bas. Mais voilà, c'était un petit aparté sur Goldtrend. Je trouve que c'est intéressant également. Vous pouvez l'utiliser pour prendre des décisions. Je vous donne plein d'éléments. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut tout utiliser. D'ailleurs, je n'utilise pas tout ça tout le temps au quotidien, mais c'est important pour moi de vous les montrer. Et je vais terminer avec un dernier élément que je trouve intéressant. Il s'agit du RSI simplement sur une période de temps weekly ici. On pourrait utiliser le RSI sur d'autres périodes de temps. Et je trouve que par rapport à la temporalité du Bitcoin, je trouve qu'il réagit très très bien le RSI en weekly. Donc c'est pour ça qu'on va regarder uniquement sur cette échelle de temps. Et on va essayer d'identifier ce que c'est déjà le RSI. Bon, rapidement, hein. Donc H, ça va représenter une moyenne de mouvements haussiers sur une période de temps N. Par exemple, si on est en weekly, qu'on met 14, donc vous allez voir que vous pouvez choisir des options sur le RSI. Vous mettez 14, le N, ça va être 14 en fait. Ça va vous prendre les mouvements des 14 dernières semaines précédant le point où on vous montre le RSI. Donc vous prenez plusieurs mouvements sur une période de temps haussier, la même chose sur les périodes baissières. Donc plus le cours baisse et plus on va avoir, par rapport à ce que le cours est monté, hein, bien sûr c'est un rapport, et plus on va voir ce chiffre qui sera du coup petit. Et inversement, plus le cours monte et plus on va voir ce chiffre qui sera donc grand. Et derrière, on va faire quoi? On va prendre ça et on va prendre 100, on va le diviser par ça, par ce chiffre-là. Donc plus le cours monte finalement et plus le chiffre qu'on va obtenir ici sera petit, vous l'avez compris, hein, parce que là on aura un chiffre plus important, on fait 100 divisé par un gros chiffre et on aura un plus petit chiffre au final. Et si on a un chiffre petit, c'est-à-dire que si le cours baisse, on va faire 100 divisé par un petit chiffre, et finalement on aura un gros chiffre, parce que si je divise 100 par 3, ça va faire 33, si je divise 100 par 10, ça fait 10, donc vous avez compris en fonction de comment ça se passe, et derrière on fait 100 moins ça, bref, et ça inverse encore les choses, et donc là, cette fois-ci, si on reprend ce calcul et qu'on décompose les éléments, vous allez comprendre que logiquement, quand le cours monte, on a un RSI qui est plutôt élevé, plutôt vers les 100, et quand on a un cours qui descend, on a un RSI qui descend plus que ce qu'il monte, on a un RSI qui est plutôt entre les 10 et les 20. Voilà. Bon, j'aurais pu détailler beaucoup mieux ce calcul et vous faire un exemple sur un écran pour vraiment vous compreniez cette formule plus en détail, mais pour ceux qui font un peu de maths ou qui sont un peu matheux, je pense que vous avez quand même saisi facilement ce calcul. Donc je retourne dessus, et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Le RSI a touché. Donc déjà, on peut regarder la période de temps N par rapport au combien de bougies sont pris en compte dans ce calcul de RSI. Je regarde des paramètres, input 14. Ouais, c'est la base du RSI, c'est souvent sur 14. Vous pourriez mettre plus, par exemple 30 ici. Est-ce que ça va changer beaucoup sur ce graphique? Ça change un petit peu, vous voyez que là on n'est plus en survente, mais malgré tout on reste dans la même dynamique, hein. On était plus bas ici qu'actuellement, donc on voit que ça change pas forcément grand chose, c'est juste que l'indice il est moins représentatif par rapport à la zone de survente et la zone de surachat, parce que finalement on a deux choses. On a l'indicateur du RSI, et on a deux lignes, une ici qui représente au niveau des 70 la zone de surachat, c'est-à-dire que si on le dépasse, on estime qu'on est en surachat et que donc il faut faire attention, là le cours est quand même beaucoup trop acheté, c'est pas normal, il y a quand même de la spéculation un peu trop excessive à la hausse, et inversement quand on est au-dessous des 30, on estime qu'on a une spéculation excessive à la baisse, et que ça pourrait s'inverser en gros, c'est ça que ça veut dire, même si on peut rester en surachat très longtemps et en survente très longtemps. La preuve, c'est que ici, on était en surachat à peu près vers les 17 000 $, on a commencé à y être, et on y est resté jusqu'aux 64 000 $ au niveau du RSI. Donc attention, mais on a vu que ça commençait à dégonfler. Et d'où les divergences qu'on observe souvent sur les RSI. Un RSI qui descend, un cours qui pendant cette période continue de monter, la divergence qui nous dit attention, on risque de chuter par la suite. Ce qui s'est produit dans ce cas-ci en tout cas. Donc le RSI, moi je trouve que ça représente énormément le sentiment de marché. Son calcul finalement n'est pas calculé par rapport au sentiment de marché, contrairement au Crypto Fear and Greed qui prend plein d'éléments en compte avec les réseaux sociaux, etc. Mais malgré tout, je trouve que ça représente bien le sentiment de marché. Pourquoi? Parce que ici, vous avez un sommet sur le RSI le 4 janvier 2021. Vous voyez? Vous avez un bottom sur le RSI ici. Peut-être que c'est pas le bottom, on peut aller plus bas, mais malgré tout, on a été très bas en dessous des 30, aux alentours des 25, donc le 4 juillet 2022. Donc déjà c'est cool parce que dans les deux cas c'est un numéro 4 et donc ça va être plus facile pour moi de m'en rappeler. Et je vais zoomer si j'y arrive. Là je peux pas. Ouais, c'est comme ça. Sur ce graphique, donc on va reprendre 4 janvier. Donc là je suis quoi? 2021, 1er janvier. Tac, vous voyez, donc c'était dans cette période de temps. Regardez le Crypto Fear and Greed à combien il était? 93. Donc oui, extrême euphorie ici, hein, au-dessus des 90. Et ensuite 4 juillet 2022. Ça c'est récent, hein, 4 juillet 2022, juin... Là, je suis le combien? Le 18, tac. 4 juillet 2022. Bon, là, ça marche peut-être un peu moins. Là, je suis sur le 2 juillet, le 4 juillet. Voilà, on avait un Crypto Fear à 14 et à 11. Donc, c'est décalé d'une semaine ou deux par rapport au Crypto Fear and Greed, vous voyez, qui était sur les 6. Malgré tout,
quand même, hein, si on regarde ça, on observe que quand même c'est assez représentatif du sentiment de marché. Parce que ben, le Bitcoin, après que le RSI ait touché un sommet ici, quand le Bitcoin était seulement à 30 000 dollars, mais il a quand même touché les 60 000, et on voit que c'était là où il y avait le plus d'intérêt, hein, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, au niveau de l'engouement qu'il y avait. Et d'ailleurs, si je retourne là-dessus, et que je regarde le moment où le Bitcoin a le plus été tapé sur Internet, et ben c'était alors, tout d'abord, avec ce premier pic, j'arrive plus à mettre ma souris dessus, voilà, donc du 3 au 9 janvier 2021, donc vraiment au même moment que le Crypto Fear and Greed était au-dessus de 90, etc. Et le deuxième pic ici, en mai 2022. Mais là, pour moi, il y a un biais qui s'est installé, c'est qu'en mai 2022, c'était l'alt season, c'est les altcoins qui ont touché des sommets. Évidemment, le Bitcoin, c'est aussi une crypto-monnaie, et ça a forcément amplifié les recherches. Mais on voit quand même qu'il y a aussi une correspondance là-dessus, au niveau de, voilà, des liens qu'on peut faire entre les différents éléments qu'on a aujourd'hui à l'écran. Donc j'arrive hein, sur la fin de l'émission, j'aurais voulu vous passer des altcoins, tout ça, mais là, sauf que cette fois-ci, je referai des émissions dans la semaine et sûrement demain, où on ira voir des altcoins plus précisément et voir un petit peu ce qui se passe sur la globalité du marché, notamment avec l'altcoin dominance qu'on ira regarder, qui commence à enclencher une baisse. Alors là, j'ai mis plein de choses à l'écran, je vais les enlever pour vous montrer rapidement, mais c'est vrai qu'on a touché ce sommet, hein, vous imaginez la ligne, là on était vraiment sur une résistance, là on enclenche une chute, donc oui, on a peut-être un Ether qui malheureusement, là dans les semaines qui viennent, en tout cas on voit qu'on a un léger rebond depuis lundi, donc c'est aujourd'hui en fait, hein, depuis ce début de bougie hebdomadaire, on pourrait pourquoi pas rebondir peut-être jusqu'à la zone de rechargement de short, hein, si jamais on la positionne entre le sommet ici et le bottom, et derrière peut-être avoir un M qui se dessine, ou même continuer directement, et qui sait peut-être le casser par le haut, à ce moment-là aller chercher des altcoins qui performent, mais ça pour moi c'est le scénario qui reste le moins probable. On a quand même cette grosse ligne de résistance, et on a des altcoins qui surperforment depuis quelques mois. Maintenant que The Merge est sorti, je vois mal, dans le contexte actuel de marché, je vois mal les altcoins surperformer le Bitcoin. Voilà, mais tout est possible, hein. Bien sûr je peux me tromper, c'est pour ça que malgré tout, je dis ça, mais j'ai quand même beaucoup d'altcoins dans mon portefeuille, je ne fais pas du 100% Bitcoin et Fiat parce que je sais qu'il y a toujours cette éventualité qu'au niveau des probabilités, je me trompe sur ce qui pourrait se passer, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter au quotidien quand vous allez investir, hein. Il faut accepter le fait que vous pouvez vous tromper, c'est comme ça que vous allez finalement pouvoir faire des choses intelligemment, en essayant de mitiger vos points d'achat, vos points de vente et en envisageant toutes les possibilités. Pour conclure, selon moi et selon mon ressenti, donc c'est à prendre avec des pincettes évidemment, pour moi c'est les probabilités les plus importantes, serait que sur le court terme on vient de liquider du monde en dessous des 17 900. À voir, et c'est là où il faut rester attentif, est-ce qu'on clôture un lundi donc en dessous donc des clôtures précédentes, ou est-ce qu'on vient faire juste un aller-retour pour la liquidation? Ça c'est à voir, et ça pourra nous aider à déterminer si on va chercher justement ce niveau des 14 000 ou si on rebondit directement à la hausse. Au niveau du RSI, donc là c'était sur le court terme. Sur le long terme, moi je pense j'aurais peu de risques à prendre en disant que il est fort probable quand même que sur du 6 mois, 1 an, on a un Bitcoin à un prix plus important qu'aujourd'hui. On le voit à la fois sur le RSI, hein. La dernière fois qu'on est venu chercher des RSI aussi faibles, derrière on a eu des rebonds, même si là on voit que c'était temporaire. Le Bitcoin est passé de 3 000 à 14 000 avant de revenir à 3 800, il y a eu un rebond. Ici également, donc on n'a pas, faudrait que je me mette en logarithmique, je peux vous zoomer un petit peu dessus, mais vous avez compris l'idée générale. Bon, ça bug. Vous avez compris l'idée générale. Là, pareil, on était sur un RSI très très bas et on a eu un Bitcoin qui est monté par la suite. Là, RSI très très haut pendant une très longue période de temps. Derrière, ça a chuté, mais bon, là on voit que c'était une réelle euphorie qui s'était opérée avec ce RSI qui faisait des zigzags entre la survente, entre la zone de survente et la zone classique. Donc voilà, pour moi, sur le long terme, on est vraiment sur des niveaux intéressants. J'arrive maintenant sur la fin de l'émission. J'ai pas le temps de réenregistrer cette dernière partie où TradingView a complètement planté, mais c'est pas grave. Je vous souhaite une excellente journée. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, probablement demain. Allez, salut tout le monde!